Pôle Athènes. Que vous allez nous dire, François, ce que ça veut dire. Voilà, François, je vous laisse la parole. Merci de cette communication, j'allais dire de terrain, en tout cas, où vous allez nous montrer des choses concrètes et le quotidien des artisans face au numérique. Il n'y a pas de barrière, il n'y a plus de barrière pour que vous puissiez utiliser ce genre d'outil pour créer vos plans en 2D ou en 3D. Il faut quand même bien sûr une petite formation, comme tout outil, cette phase d'apprentissage, mais franchement, cette phase d'apprentissage est vraiment à la portée de tout un chacun. Alors justement, pour arriver à manipuler, obtenir le plan, et ensuite pouvoir fabriquer, vous avez différentes possibilités. Vous pouvez utiliser des logiciels pour créer vous-même, à partir de rien, la forme de l'objet que vous voulez réaliser. En 2D ou en 3D. Autre possibilité, on peut, si on souhaite retravailler une pièce existante pour la réparer ou l'améliorer ou l'étendre, on peut utiliser des scans, là aussi 2D ou 3D, qui permettent de numériser la forme d'un objet existant. Et puis troisième façon de travailler, c'est d'avoir recours à des bibliothèques d'objets. Là encore, que ce soit 2D ou 3D, on trouve sur Internet un très très grand nombre d'objets déjà réalisés. Donc, si vous les utilisez tels quels, c'est de la reproduction, mais vous pouvez aussi en télécharger et après, pourquoi pas, envisager de les modifier à votre goût pour laisser libre cours à votre créativité à partir d'une base. Le fait d'avoir ces plans numériques, il est évidemment important dans une optique de conception-fabrication, ça c'est ce qu'on va voir par la suite après. Je cite quand même très rapidement aussi tout l'intérêt qu'il peut y avoir à disposer de plans numériques d'objets alors déjà fabriqués ou qui seront fabriqués dans l'avenir, ne serait-ce que pour pouvoir commencer à communiquer dessus, les montrer à un client, recueillir un avis. Bon. Ça peut faire partie du processus commercial et communication. Et puis un autre cas particulier, mais qu'il faut avoir en tête aussi, le numérique est utilisé par certains métiers, dans le domaine des métiers d'art, à des titres d'études et de conservation. On a par exemple le témoignage d'un horloger, d'un maître horloger, qui intervient uniquement sur des horloges très anciennes, sur lesquelles il n'y a évidemment aucun plan papier. Les concepteurs sont morts depuis des centaines d'années. Et donc pour eux, le fait de pouvoir modéliser toutes les pièces, tous les engrenages, ça leur permet, de comprendre comment ça marche, de simuler éventuellement le fonctionnement s'il faut faire des adaptations, et puis de conserver un historique. Un autre exemple, c'est la cathédrale Notre-Dame. Je crois qu'heureusement, il y avait eu des campagnes de numérisation de la charpente avant l'incendie. C'est quelque chose qui, je pense, maintenant est précieux. Donc, fabrication, on peut utiliser les procédés de fabrication dans plusieurs optiques. Ça peut être pour fabriquer des pièces avec des formes que vous n'avez jamais pu réaliser jusqu'à présent. Ça peut être utilisé, on verra quelques exemples aussi, pour fabriquer des pièces qu'on sait déjà fabriquer à la main, mais pour lesquelles le numérique peut apporter un avantage en termes de précision, en termes de rapidité d'exécution. Ça peut être aussi très diablement intéressant pour personnaliser le numérique. C'est-à-dire que la forme c'est bien, mais du coup, quitte à dessiner l'objet, on peut aussi réaliser, créer, imaginer, ajouter des éléments de décoration. On verra aussi des exemples dans la restauration. Et puis, au-delà de l'objet, de l'œuvre en elle-même, le numérique peut être un petit peu un aide, on ne sera pas forcément visible sur la scène, mais ça peut être soit des éléments support, des éléments pour structurer un objet, pour l'aider à se tenir debout correctement, et aussi de la com. La communication, ça peut être utilisé, c'est déjà utilisé par certains artisans d'art sur le sujet. Je vous parlais tout à l'heure de fabriquer des objets ou des outils, effectivement, donc là, il s'agit d'utiliser le numérique pour créer l'outil qui va permettre de façonner l'objet qui sera lui-même, au final, exposé. Donc, quelques exemples d'utilisation. On peut, par exemple, fabriquer avec une machine de découpe et gravure laser
de l'outillage qui va servir à faire du marquage de cuivre. On peut utiliser ce genre de procédé également pour réaliser des pochoirs, avec les formes que l'on veut. Et puis, dernier exemple, mais c'est loin d'être exhaustif, par exemple, vous avez en dessous, alors en bleu, en fait, c'est un objet réalisé, fabriqué à partir d'une imprimante 3D. C'est le modèle d'une bague. Cette bague, elle a été imprimée en 3D dans un plastique qui est calcinable, en fait, qui peut brûler. Donc cette bague bleue peut servir à faire un moule, et après on pourra couler du métal pour obtenir la bague finale. Donc le numérique peut, dans ce cas-là, être un aide pour réaliser soi-même l'outil qui va préparer l'objet final. Bon, sur l'aspect de l'objet, je ne vais pas revenir beaucoup, c'est ce qu'a présenté beaucoup Jason. On avait pensé à l'aspect d'un enjeu de lumière, bien sûr. Et puis, là, c'est une petite carte, c'est une des cartes Arduino, un des modèles de l'Arduino. Et donc, ces outils-là, outre d'animer les objets comme l'a montré Jason, on peut aussi envisager des objets qui, effectivement, interagissent avec l'environnement via les capteurs, voire des objets qui dialoguent entre eux. Donc, hélas, le domaine des possibles est vaste, c'est votre imagination, à mon avis, qui pourra juste l'étendre. Alors maintenant, on va avoir différentes machines un peu classiques et facilement accessibles. Donc la première, ce sont les machines de découpe-gravure. Le principe étant qu'on travaille cette fois-ci à partir d'un plan en 2 dimensions. On a dessiné le contour de l'objet qu'on veut découper. On a éventuellement dessiné les motifs que l'on veut graver. Et à partir de là, on va passer dans les machines. Alors, il y a des machines laser en bas, enfin, il y a d'autres procédés, il y a des plasmas, jet d'eau ou laser. On va venir donc réaliser cette découpe sur une feuille, sur un matériau qui n'est pas en feuille. Plaque de bois, plaque de plastique, enfin, on peut imaginer beaucoup de cas différents. Alors j'ai mis en italique le métal et la pierre, parce que pour les coups, là, ça fait appel à des machines qui restent du domaine, on va dire, quasiment industriel. Donc là, c'est pas facilement accessible. Par contre, la découpe et les gravures laser, ça, c'est quelque chose qu'on peut trouver dans tout bon Fab Lab qui se respecte, mais aussi chez certains professionnels. On verra d'ailleurs une personne qui est équipée tout à l'heure. Et ça vous permet directement d'envisager la fabrication d'objets. J'ai laissé la notion de jet d'eau pour l'aliment, je l'ai laissé je ne l'ai pas mis en italique, parce que je me demande si ça ne pourrait pas être utilisé quand même. Parce que le laser, donc on vient découper ou graver de la matière avec un faisceau laser, on brûle la matière. Ça peut laisser des traces de brûlure, hein, ça on peut voir complètement. Et en l'occurrence, les machines qui utilisent le procédé de découpe jet d'eau pour les aliments, eux, ont une finesse de coupe quasiment équivalente à celle du laser. Mais par contre, il n'y a pas de notion de brûlure. Alors, je ne sais pas si ça a un jour été testé dans le domaine de l'artisan d'air. Par contre, j'ai vu fonctionner des machines de découpe jet d'eau chez des chocolatiers et pâtissiers. Ça découpe très bien du chocolat, mais aussi du surgelé. Donc, peut-être que pour certains matériaux où la découpe par brûlure peut être gênante, envisager d'utiliser l'eau, pourquoi pas. C'est à peu près le même ordre de grandeur de en termes d'énergie. Alors, je vous propose maintenant un exemple de. Bon, c'est une céramiste qui est venue au drone. Vous allez voir quelques images d'eau au début. Voilà, ça c'est le dos maintenant. À chaque fois que je remets par je suis céramiste. Je fabrique des objets utilitaires, décoratifs, en utilisant comme médium la terre, que ce soit la faïence, la porcelaine, le grès, tout type de terre. Dans le cadre des Journées européennes des métiers d'art, les JMA, le Fab Lab m'a invité avec d'autres artisans à venir exposer. Et dans ce cadre-là, ils nous ont proposé, suite à cette exposition, d'approcher les outils numériques en fonction de notre propre médium. Donc au départ, c'est vrai que moi, je me suis dit la terre, des coupes laser, tout ça, ça ne me parlait pas du tout, parce que la terre, c'est quelque chose de très humide, très mou, je ne me voyais pas du tout m'inscrire dans ce projet-là. Et puis petit à petit, en y réfléchissant,
j'ai essayé de proposer au Fab Lab d'utiliser de la porcelaine en très fine plaque pour éventuellement essayer un travail à partir de la machine découpe laser. Donc en fait, j'ai imaginé de fabriquer des petites étiquettes avec le nom de mes collections et que je pourrais ajouter à chacune des pièces pour apporter un peu de délicatesse, un peu de finesse à la pièce. Donc voilà, il faut toujours aussi imaginer que le médium, une fois cuit, va être hyper fin, donc hyper fragile. Donc après, il faut tenir compte de cette contrainte-là dans les projets qu'on fait avec ce type de machine. On est puant, C'était 290. La Chambre des métiers m'a accompagnée, mais très étroitement, puisque je ne suis pas de la génération où on est né avec l'informatique, et donc c'est vraiment, je ne fais pas de résistance, hein, je ne demande qu'à apprendre, mais c'est très compliqué, et voilà, j'ai beaucoup de freins quand même, sinon je pense que je n'y serais pas allée, ou au moindre blocage, je me suis dit, non, c'est pas pour moi, c'est trop compliqué, voilà. C'est vraiment l'intermédiaire entre mon projet et puis l'utilisation de cette machine qui va me permettre de faire d'autres pièces. Franchement, je n'aurais pas pu le faire sans une aide, quoi. Logistique. Donc, voilà juste une illustration de ce que Annie Pougeoise a réalisé. Donc là, vous avez la petite étiquette chou ou téchou, je ne sais pas comment je les prononce. Hein. Donc, petite étiquette en céramique qui est posée sur un objet qu'elle a fait par ailleurs, sur la gauche. Et à droite, vous avez en fait une autre réalisation. Alors, en plus des étiquettes, il y a eu la réalisation d'une découpe de cercles quasiment parfaits, percés. Et donc, elle a réutilisé après pour faire cette œuvre-là qui a été exposée à l'hôtel de ville de Caen il y a quelques temps. Donc ça, c'était il y a 2 ans maintenant, et je suis à nouveau en contact avec Annie Pougeoise qui a d'autres projets, d'autres idées pour utiliser la découpe laser. Autre exemple, donc là, c'est Kevin Garnier qui était à l'époque sur son projet de création d'entreprise, mais qui s'est installé depuis, et qui est venu au laser prototyper la fabrication d'un accordéon diatonique. Et donc, il a utilisé le laser pour découper en fait les parties structurelles et les façades de ces accordéons. Et donc, on voit ici une façade en plexi qui a été à la fois découpée et gravée. Donc, possibilité, là, à partir du logiciel, il peut personnaliser comme il veut. Là, il a mis ses initiales cachées, très bien. Mais à la main d'un client, on peut imaginer qu'il va faire une décoration adaptée en fonction du style, noir blanc ou de l'appellation du client. Donc là, c'est découpe et gravure laser. Autre exemple, ça c'est un article avec lequel on travaille actuellement, c'est un fabricant, réparateur de vieilles instruments de musique anciens. Et donc là, il est venu pour qu'on réalise des tests de fabrication, en découpe et gravure également, de pièces en bois qu'il va utiliser, qu'il va incorporer dans ces vieilles. Autre domaine, donc c'est Evelyne Desraux, donc ça c'est une maroquinière. Alors elle, par contre, n'est pas venue Fab Lab, elle possède sa propre machine découpe et gravure laser. Et donc, elle se sert de sa machine à la fois alors, pour faire des découpes, pratiquement toutes ces découpes se font comme ça, de la gravure avec le laser pour certains motifs, et également elle réalise en plexi des outils, comme on a vu tout à l'heure, par gravure et découpe avec des outils qui lui permettent de faire des marquages en relief sur les pièces. Donc il y a 2 possibilités, la gravure par laser ou la décoration par impression d'un motif et puis presse. Et du coup, effectivement, ça lui donne toute la liberté de varier autant qu'elle le souhaite, les motifs et la personnalisation à la demande des clients. Alors ça, c'est un autre exemple. Alors, le transparent est intitulé Flamme, parce qu'en l'occurrence, je l'ai emprunté à des collègues de la chambre de métier d'Ariège. Et il se trouve que dans cette chambre de métier, ils ont installé un Fab Lab interne, notamment dédié aux artisans d'art sur place. Et donc j'ai un certain nombre de slides que je leur ai empruntés. On travaille avec eux sur la maquette. Et donc là, par exemple, typiquement,
on est dans le domaine du travail de la terre, et ça a été réalisation d'un outil en bois, je crois, médium, pour pouvoir après imprimer et donner un motif de décoration sur une plaque de terre. Il y a d'autres exemples après. Voilà, toujours la même entreprise. Hein, là, on voit le plateau en fait, hein, qui est encore dans la machine de découpe et gravure. Donc c'était des lettres uniformes, je ne sais pas. Enfin voilà. Autre application possible, c'est la réalisation de pochoirs, dont on avait parlé tout à l'heure. C'est une autre entreprise qui travaille également la terre et qui là donc va utiliser, alors elle ne va pas faire de gravure pour le coup, c'est pour la découpe des contours pour les pochoirs qu'elle va utiliser pour appliquer sur différentes pièces de terre ou de céramique. Et enfin, dernier exemple d'application, c'est dans le domaine du tissu. C'est toujours nos collègues de la chambre de Ariège. Donc là, je pense que c'est de la découpe soit de bois médium, soit de carton. Mais pour créer, encore la filière avec une très grande facilité. Des formes comme ça sont très faciles à dessiner, donc on peut les faire varier en fonction des besoins, des commandes, de l'inspiration. Et donc derrière, c'est utilisé pour réaliser des objets en tissu. Alors, autre technologie, c'est le fraisage. Donc le fraisage, en fait, ça consiste à avoir un outil tournant, en schématisant en gros un outil perceuse, un tournant, un forêt de fraise, et on va pouvoir déplacer cet outil selon le plan qu'on va transmettre à la machine, qui va pouvoir travailler dans les 2 dimensions, et on a aussi possibilité de travailler sur la 3e dimension. Alors, avec ce genre de machine, on peut soit faire de la découpe et gravure à plat, auquel cas on fournit un plan en 2 dimensions, on verra quelques exemples, soit on est vraiment dans de la vraie 3D, où là on va vraiment fournir un plan en 3 dimensions. Alors, premier cas de figure, alors je vais lancer une vidéo qui fait un peu de bruit, donc je ne vais pas vous l'affuler trop longtemps. Vous avez vu le principe. Là, en l'occurrence, on est sur la réalisation d'une poche. On est sur un plan en 2 dimensions. En l'occurrence, c'est des essais qui ont lieu au mois de juillet pour Sylvain Cancard, qui avait réalisé des portes de penderie sur mesure sur lesquelles il souhaitait insérer des éléments de miroir, avec des formes qu'il imaginait mais qui n'étaient pas réglées. Et donc, en l'occurrence, il est venu pour tester l'utilisation de la fraiseuse pour faire ses poches. Je crois qu'il va venir après d'ailleurs pour faire les pièces finales. Autre objet, ce qui est dans le haut à droite, en fait, c'est une petite plaquette. C'est un meuble que Sylvain Cancard a réalisé pour la nouvelle bibliothèque de Caen. C'est un endroit où on peut s'asseoir au milieu, et puis là, il y a des portes documents sur les côtés. Et il souhaitait réaliser des maquettes de ce meuble pour pouvoir les montrer sur des expositions sur lesquelles il participait. Et donc cette maquette, il est venu également les réaliser au Fab Lab de Caen en utilisant la fraiseuse et la machine de découpe laser. Donc, autre exemple du plaquage, cette fois-ci, c'est un fabricant d'accordéon qui peut également utiliser cette technologie pour réaliser les éléments de décoration à l'envie sur ces produits. Alors, autre application du fraisage, là, là pour le coup, on a toute une chaîne de fabrication numérique. C'est un atelier qu'on avait organisé quelques années au Dôme pour une douzaine de participants qui s'appelait Terre Pixelbourg. En fait, il y avait 3 phases dans cet atelier. Les différents participants avaient réalisé en terre une plaque de, je sais plus, 40 par 40 ou 30 par 30. Ils réalisaient le motif qu'ils souhaitaient, qui les intéressait, des sculpteurs, des modeleurs. Ils réalisaient en terre ce qui les intéressait. Ces différentes plaques en terre ont ensuite été toutes scannées avec un scanner 3D. Ce qui fait que du coup, on a récupéré pour chacune des œuvres le plan en 3 dimensions de l'œuvre originale en terre qui n'avait pas été cuite. Et après, ces plans scannés en 3 dimensions ont été transmis
à la fraiseuse, et ont tous été réalisés dans des plaques de bois. Et après, on a fait un joli totem pour afficher les fureurs, mais voilà, ça vous donne une idée des possibilités de jouer par l'intermédiaire d'un fichier numérique pour passer d'une forme réelle dans un matériau à la forme quasi identique, mais dans un autre matériau. Les possibilités de l'améliorer, de travailler entre les deux, enfin, il y a vraiment des possibilités très grandes. Autre exemple de fabrication, ça c'était l'année dernière. Dans le cadre de l'événement GEMA au Dôme, on avait pris comme thématique le travail du bois. Et donc, en l'occurrence, en parallèle de l'exposition qui avait lieu juste à côté du Fab Lab, à l'intérieur du Dôme, il y a eu un groupe de travail qui a réuni des artisans, des jeunes d'un lycée technique, et puis un peu de public, et qui avait pour mission, sur 3 demi-journées, de fabriquer une table de réunion pour le Fab Lab. Sachant qu'il y avait 3 équipes en fait. Alors, au départ, il y avait un modèle, des plans modèles de base qui étaient définis avec une table extrêmement peu originale, 4 pieds, un plateau. Hein. Et donc, il était demandé aux différents groupes de travailler pour l'un sur un piétement un peu différent, pour le deuxième sur la forme du plateau, et pour le troisième sur des éléments de décoration du plateau. Et donc là, on a du coup le piétement, l'extérieur du plateau. Toutes les poches pour insérer les éléments de décoration ont été réalisées par fraisage numérique. Et les différents éléments de décoration, eux, ont été réalisés par des coupes et gravures laser. Et donc, à l'issue des 3 journées, on a pu, face au public, inaugurer notre nouvelle table de réunion du Fab Lab. Autre procédé de fabrication, c'est l'impression 3D. Donc là, sur l'impression 3D, bon, il y a différents procédés. Là, les 2 machines que vous avez là sont des machines, enfin, les 3 machines d'ailleurs, sont des machines qui fonctionnent par dépôt de matière sur un plateau, à partir d'un matériau qui est sous forme de bobine, en fait. Hein, la bobine est déroulée, il y a une tête qui vient fondre la matière pour déposer sur le plateau. Vous avez déjà vu des imprimantes 3D, je pense. Bon. Il y a d'autres procédés hein, qui utilisent de la poudre, qui sont beaucoup moins accessibles dans les Fab Labs. Malgré tout, dans le cadre de l'impression 3D, sur les machines, on peut travailler de maintenant une assez grande variété de matériaux. On peut réaliser directement certains objets en métal. On peut travailler le verre fondu. Il y a un pôle d'innovation en Lorraine qui travaille notamment là-dessus. On peut déposer de la céramique. Alors, pas forcément dans le métier d'art, on est peut-être plus dans le domaine de la prothèse dentaire, mais pourquoi pas un jour dans le domaine du métier d'art. Le béton. Ces machines d'impression 3D qui tiennent sur une table dans le Fab Lab, il suffit d'imaginer que vous multipliez leurs dimensions par un certain nombre. Si vous avez une machine qui est de la taille d'un bâtiment, au lieu de déposer du plastique sur un plateau, vous pouvez déposer du béton pour faire des cloisons. Alors, on peut faire des cloisons, mais pourquoi pas aussi envisager de déposer du béton pour faire quelque chose qui serait beaucoup plus artistique. Bon, il ne reste pas moins que pour les machines qu'on a dans les Fab Labs, le plus courant, c'est effectivement l'utilisation de plastique ou de matériaux composites. Alors, un exemple de réalisation, là, c'est un outil de marquage, en fait, qui a été réalisé par l'impression 3D, qui est utilisé par une céramiste pour imprimer des motifs, des reliefs sur ces œuvres. Tout à l'heure, on avait vu l'utilisation de l'impression 3D pour faire la forme de la bague que l'on souhaitait réaliser, qui venait d'après un moule, qui permettait de couler après le métallique. Autre machine qu'on trouve souvent dans les Fab Labs, c'est les plotteurs de découpe ou tables traçantes, enfin c'est des procédés un petit peu identiques. Donc dans ces machines-là, on travaille avec un plan en 2 dimensions, on travaille sur du fil, sur du papier. Et donc, quand on a un outil qui est un crayon, on peut dessiner, imprimer tout un tas de motifs. Et quand on a un outil coupant, on peut là envisager soit de réaliser du pochoir, soit de simplement endommager le matériau à certains endroits pour faciliter après une opération de pli. On a plusieurs artisans en Normandie, il y en a qui avaient d'autres, la sématique, qui sont spécialisés dans la réalisation d'objets de décoration ou de luminaires en plastique ou papier plissé.
Et puis, on peut aussi, dans la sécurité exotique de métier d'art, envisager des transferts. Enfin, quoique dans la céramique, il y a peut-être aussi des possibilités qui permettraient d'aller transférer des images. Je ne suis pas spécialiste, je m'engage pas là-dessus. Donc là, en l'occurrence, domaine un peu particulier, c'est une application du vitrail. La réalisation d'un pochoir pour pouvoir, je n'ai pas de détails malheureusement sur le procédé, mais en tout cas, c'est ce genre d'outil qui est utilisé et qui permet aussi, avec un, je n'ai pas dit, mais pour un certain nombre des procédés qu'on a vus avant, la matière première, en général, pas très bloquante. Quand on travaille le laser, quelque chose sur du bois, ou du plastique, ou même des feuilles de céramique, c'est quelque chose, c'est pas un matériau, ce ne sont pas des matériaux très onéreux. Sur l'impression 3D, c'est pareil, les plastiques classiques pour faire l'impression 3D sont très accessibles. Et là, ce sont pour le peloton d'un coup, ce sont des films, vinyle ou autres, donc également de la matière très accessible. Pour terminer, une dernière machine qu'on peut trouver. Alors, j'ai pas d'exemple dans le domaine des métiers d'art d'œuvres réalisées à partir de ça. Mais la brodeuse numérique, c'est aussi un outil potentiellement intéressant. On fournit un plan là en 2 dimensions, pour le coup, comme pour la laser, et la machine va venir se charger de broder les différentes zones. Alors, il y a parfois des changements de coding pour choisir les couleurs, mais voilà. Dans le domaine du textile, il y a quelqu'un qui a cité le collectif Data Collect tout à l'heure. Oui, c'est bon. Ils étaient venus une fois pour un atelier. Ils ont d'autres procédés. Je crois qu'il y a une machine à tricoter également, où on a fourni un plan. Enfin, dans le travail du tissu, je pense qu'il y a aussi un gros potentiel numérique. Super. Voilà, donc j'ai terminé mon tour d'horizon, on va dire, des procédés. Tout ce que je peux dire en conclusion, c'est que il y a de toute façon, à mon avis, un énorme potentiel. Du moment que vous pouvez accéder à la réalisation, la création, la modification de plans 2D ou 3D, derrière, vous avez un certain nombre de possibilités pour passer à la fabrication. Et entre guillemets, vous tromper, améliorer, revenir dessus. Enfin, c'est en plus très simple à utiliser. Voilà. CMA, c'est champ de métier. Donc, moi, je suis un agent de champ de métier. On est inclus, intégré dedans. Oui, d'accord. Simplement, on a une particularité, c'est que pour le coup, sur ce type de mission, numérique et innovation, on a la chance du coup d'avoir une double casquette. On répartit notre temps entre notre présence à la chambre de métier et notre présence au deux. Et puis un troisième temps d'entreprise également. Oui, parce que je connais quelqu'un qui travaille au CMA à Paris, donc, qui s'occupe de la communication. Avec notre casquette de réseau national, s'ils veulent nous faire intervenir, on l'a déjà fait en Paris plusieurs fois, pour faire des démonstrations de maquettes virtuelles, ou s'ils ont un groupe de travail, on peut travailler avec eux. Ou faire du partage d'expérience sur l'accompagnement de l'entreprise. Enfin, là, on est ressources à la demande des chambres de métier ou des syndicats professionnels de l'artisanat. D'accord. Merci. Bonjour. C'était pour savoir, en 3D, vous utilisez quoi? Beaucoup du PLA ou du PETG ou plus du carbone Kevlar? Alors, en fait, il y avait sur la photo tout à l'heure, il y avait 3 machines. Il y avait 2 imprimantes sur la gauche qui étaient des imprimantes à fil plastique traditionnel, où là on va être sur du PLA le plus souvent. Ça peut être de l'ABS quand il y a besoin d'un peu de distance, mais c'est quand même le PLA le plus généralement utilisé, le plus facile aussi. L'imprimante d'à côté, effectivement, c'est une imprimante là qui n'est pas dans la gamme, qui elle imprime des pièces en matériaux composite. Alors, composite fourni sous forme de film, intégrant déjà des fibres de carbone très fines. Donc déjà, c'est un plastique costaud. Mais on a en plus, dans cette machine-là, une deuxième bobine qui vient permettre d'insérer, pendant l'impression, des fibres de carbone longues. Ce qui fait que là, on obtient des pièces qui sont en composite, mais on a une résistance mécanique qui s'approche de celle de l'aluminium. Alors, c'est du composite fibre de carbone. On peut, sur cette machine-là, mettre aussi du Kevlar, mais on n'a pas encore fait. Là, par contre, le coût de la matière première, c'est très différent du Kevlar. Donc, du coup, elle est équipée en double tête d'extrusion, là. Alors, la machine carbone, on peut dire oui, sauf que la tête pour le fil long est un peu différente. L'autre machine à côté, sur les deux, il y en a une, effectivement, qui a une double tête d'extrusion.
Donc là, on peut imprimer soit du bicolore, soit ce qui est plus intéressant, une bobine qui va amener le film pour réaliser la matière de la pièce qui nous intéresse, et une deuxième bobine qui va amener une matière pour réaliser un support, hydrosoluble par exemple, qui a juste fonction de tenir la première pièce pendant la fabrication. Une autre petite question, l'épilogue, c'est combien de watts? 30 ou 40 watts ou plus? Pardon, là, L'épilogue. alors là, ça, je vais demander au chef d'atelier Fabien, je vous avoue que je ne sais pas. Sachant qu'en plus, maintenant, ce ne sont plus des épilogues qu'on a, ce sont des Protec. L'épilogue du labo du Fab Lab de Caen, elle doit être à Deauville-Autreville dans un gros Fab Lab. D'accord. Et la Protec, c'est quoi? C'est une split 300, 400, 500? J'en sais rien. Je sais que j'en ai une qui est plus puissante que l'autre, avec un plateau plus grand, qui peut traiter les épaisseurs jusqu'à 18 mm. Et la deuxième, elle est un peu plus de la catégorie de l'épilogue qu'on avait avant. Ça doit être 60 watts, je pense. Là, je ne sais pas. Par contre, tout ce que je sais, c'est qu'au niveau utilisation, les Protec sont beaucoup plus simples. Parce que là, alors, je vous ai parlé de logiciel de dessin tout à l'heure. Il y a un logiciel merveilleux pour faire du dessin pour la fabrication en 2D, c'est Inkscape. Logiciel libre qui tourne sur tout un tas de plateformes, PC, Linux, Mac et autres. Et en l'occurrence, quand on dessine ces plans sur Inkscape, on peut sur ces machines Protec directement envoyer à la fabrication. Moi, avec les pilotes, il fallait passer par Corridor, c'était un peu plus. Donc on a un proto à faire, on vous appelle, on vient, et puis crac, le proto il fait ça. On voit si ça peut se faire, effectivement. Et si oui, oui, on peut faire des essais. Voilà. En gros, c'est ça. Le dôme a commencé dans quel... Le dôme, c'est sur le quartier du Pôle. C'est entre l'arrière, enfin, c'est à l'arrière de la gare, mais côté Pôle. Côté rive de l'Orne, je ne sais pas si vous voyez un petit peu. C'est juste à côté de la salle de spectacle Cargo. Ah d'accord. On est voisins du Cargo. Voilà. Les dimensions limites des machines pour le prototypage. Les dimensions limites pour le prototypage. Alors, pour le prototypage, pourquoi? Pour quelle machine? Impression 3D. Pour l'impression 3D, alors ça va être un ordre de grandeur, on dépasse rarement sur notre machine plastique les 30 cm largeur, longueur, hauteur. Voire moins pour la plus petite machine. Après, il y a des procédés pour imprimer en 3D des pièces plus grandes, mais là ce ne sont plus des machines qu'on va trouver dans le Fab Lab, on va retomber dans la machine industrielle et là c'est... Alors, bon, si on fait plusieurs éléments, on peut assembler, mais en une seule pièce, on est limité à la taille de la cellule de l'imprimante 3D. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais effectivement, si on parle d'embriètement, on peut imaginer réaliser un objet à partir d'éléments découpés en 2D, avec une découpe laser par exemple, et les assembler après pour obtenir un objet qui, lui, au total, sera en 3D. Donc, on peut détourner des procédés pour aboutir à un résultat non standard, mais tant mieux. Il n'y a que l'imagination après qui peut vous permettre d'aller jusqu'où vous voulez.